Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc jeudi est première fois qu'on va réorganiser un peu la structure au sein, enfin en tout cas la répartition des émissions dans YouTube pour suivre tout simplement le même modèle que celui qui avait été mis en place dans Discord il y a de ça quelques semaines. Ça a été fait pendant l'été, je ne me souviens plus exactement de la date. Et comme tout le monde a l'air plutôt satisfait de ce schéma-là, on va le remettre en place. J'en profite évidemment aussi pour vous dire, donc c'est la rentrée, tout le monde est revenu, plus ou moins, je comprends, hein, la plupart des gens étaient en vacances. J'avais reçu deux trois messages aussi me disant que on poste des analyses dans Discord, mais on n'a pas les réponses des gens. Bon, c'est normal, effectivement, en pleine période d'août, tout le monde était plus ou moins en vacances. Donc de toute façon, j'ai refait le point moi, avec les généraux il y a quelques jours. Eux, ce système leur va très bien, ils trouvent que leur temps est bien mis à profit comme ça leur permet en plus de réviser leurs acquis, donc c'est très bien, c'est encore vraiment ce système win-win que j'essaie de mettre en place, qui fonctionne très bien. En tout cas, pour l'instant, il y a pas de plainte et ça a l'air de satisfaire tout le monde. Donc voilà, les modérateurs sont rentrés, les généraux aussi, tout le monde est de nouveau au travail. Donc vous pouvez reposter vos analyses. Normalement, vous aurez des réponses dans les 24 heures qui suivent. Si vous n'avez pas, vous n'hésitez pas à la reposter une nouvelle fois, hein. Personne n'est parfait, on peut très bien passer sur des analyses et tout simplement vous oublier. Donc il n'y a rien de personnel, hein. Quand vous n'avez pas de réponse à l'analyse, vous la repostez et elle sera forcément revue après. Voilà, si trois fois de suite votre analyse n'est pas repostée, là clairement est toujours pas validée ou non validée, hein, c'est qu'il y a un problème. N'oubliez pas encore une fois que c'est un peu toute l'utilité du Discord. C'est-à-dire que si vous travaillez tout seul dans votre coin, c'est bien, vous pouvez avancer. Si vous travaillez aidé par des gens qui sont passés par là où vous étiez avant, ou qu'en plus de ça, vous en profitez pour communiquer avec des gens qui en sont un peu au même point que vous, en fait, c'est vachement mieux, surtout pour ceux d'entre vous qui sont sans activité à côté. Parce que je vous dis, le problème, c'est tous les biais de lutte contre l'incertitude, d'impatience qui vont travailler. Donc si vous regardez vos graphiques, vous allez faire des conneries. Alors que si vous allez dans le Discord au lieu de regarder un graphique, vous discutez avec des gens, vous partagez des expériences, surtout quand vous avez une idée d'un trade ou d'un quoi que ce soit, vous avez la vérification de quelqu'un qui commettra moins d'erreurs que vous. Et c'est vraiment extrêmement important. Tout est basé là-dessus. De dire, quoi qu'il arrive, une erreur, c'est pas grave. C'est une occasion d'apprendre. Et une réussite, c'est une occasion de consolider sa confiance et ses acquis. Donc, le simple fait de partager, c'est beaucoup plus productif d'effets bénéfiques que d'effets négatifs. Travailler tout seul, malheureusement, si c'était productif d'effets positifs, on le saurait. Les gens progresseraient super vite et réussiraient très rapidement en trading, ce qui n'est pas le cas. Donc, essayez de changer par rapport aux méthodologies habituelles. Restez pas seul dans votre coin. Voilà, c'était une expérience Discord à la base et on voit clairement que ça porte ses fruits, donc n'hésitez surtout pas à en profiter. Bref, ça c'était la petite introduction. Donc, cette remise en forme qu'on avait faite pendant l'été, on va faire la même chose sur YouTube, puisque je suis confronté un peu au même problème. Et comme je vous le disais hier, la faute, elle m'est évidemment en partie imputable également, puisque ces émissions un peu fourre-tout que je faisais, dans lesquelles évidemment même moi j'avais du mal à structurer la chose, puisque je m'adresse à un auditoire très large, et du coup quand je vois l'opportunité d'un truc qui pourrait intéresser tel type de profil, j'en parle. Et puis après, le fait de passer sur un autre actif, ça me fait penser à un autre type de profil et ainsi de suite. Et du coup, en fait, il y a pas de, ça manque clairement de structure. Alors que là, je vais rechercher typiquement les choses qui vont intéresser tel type de niveau de progression. Donc on va regarder et on va garder les systèmes de couleurs de Discord. Alors je ne sais pas exactement encore comment je vais me démerder. Je ne sais pas si je vais changer par rapport aux miniatures sur les vidéos, rajouter peut-être le code couleur, comme voilà. Enfin je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça. Ou alors un code couleur par difficulté, genre par exemple comme je faisais avant les couleurs bleues pour l'intraday, ce sera pour les débutants, la couleur grise que je faisais pour le swing, ce sera pour les intermédiaires, et la couleur blanche bidule que je faisais pour le mensuel, ce sera éventuellement pour les plus expérimentés. Bon, je réfléchirai à ça, c'est pas le plus important, clairement pas. Pour l'instant, vous vous rappelez à peu près, et c'est tout ce qu'il y a à retenir, des timings. Lundi, c'est pour tout le monde, c'est suivi de portefeuille, comme je dis. On garde l'émission du lundi telle qu'elle est. Voilà, je ne vois pas l'intérêt de la changer celle-là. Mercredi, ça ne change pas non plus, toujours une émission éducative, tout le monde peut regarder. Donc, en gros, dans la semaine, il y a 5 jours, mais si vous regardez plus de 3 émissions, il y a un problème. Alors, 4 éventuellement pour ceux qui sont en migration entre deux profils, ceux qui sont entre guillemets débutants intermédiaires ou intermédiaires confirmés,
Mais clairement, impossible pour un mec qui est confirmé de regarder l'émission du mardi. Elle ne sera pas faite pour lui et tout ce qu'il va y avoir dedans, ça lui servira à que dalle. Même chose pour les débutants, interdiction formelle de regarder l'émission du vendredi. Ce sera l'émission pour les experts et il n'y a clairement rien à foutre pour vous là-dedans. Très important de bien faire ça. L'émission du jeudi sera l'émission intermédiaire que vous pouvez regarder à la limite si vous êtes confirmé ou débutant, selon vos envies. Ok? Donc, essayez de bien vous structurer. Comme d'hab, moi je vais essayer de vous faciliter la chose. Donc je structure. Le respect de la structure, c'est vous. Hein, encore une fois, c'est-à-dire que moi je vais vous donner des émissions sectorisées. Si vous ne respectez pas et que vous vous dites « Ah bah non, j'aime bien écouter Phil tous les matins bah, », c'est plus mon problème. Voilà. Faut que vous compreniez que derrière, moi je prends ma part de responsabilité dans le fouillis qui était avant. Je change. Maintenant, si vous continuez, c'est votre problème, c'est plus le mien. Voilà, moi, je ne ferai pas de cas de conscience à partir de là. OK? Donc, allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, pour les intermédiaires, donc le principe, rappelez-vous, on l'a fait dans les émissions pédagogiques et psycho, et je vais le refaire aujourd'hui ici, c'est important. Donc, les profils intermédiaires, typiquement, ça ressemble à quoi si vous êtes là-dedans? Vous maîtrisez la stratégie, d'accord? C'est-à-dire que toutes les règles de la stratégie, si je vous pose une question, normalement vous les connaissez. Il y a encore des petites erreurs à l'application de temps en temps, à l'identification d'un contexte ou un truc comme ça, mais une fois que vous avez identifié le contexte, autrement dit, vous savez exactement où se trouve la validation du range, du machin, du bidule, où est votre TP, votre machin. En fait, vous l'avez pratiqué suffisamment pour que ces règles soient des quasi-automatismes. Autrement dit, vous avez toujours la petite feuille de PDF à côté, mais c'est vraiment quand vous avez besoin de réviser parce que voilà, vous n'êtes pas sûr d'un truc. À ce stade-là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de commencer à comprendre que la stratégie, c'était que la base. Et qu'effectivement, ce qui est important derrière, c'est d'arriver à adapter vos trades en fonction des niveaux de difficulté. C'est-à-dire que plus vous percevez une bonne gestion du risque, plus vous allez opter pour une gestion du risque agressive. Et plus vous avez un trade de merde et tout ça, plus vous allez au contraire vous orienter vers les profils modérés ou à faible risque. Alors qu'à la base, et dans le PDF il est fait pour vous former quand vous êtes blanc. Je vous donne des règles de base, je vous dis en fonction de votre psychologie, si vous êtes plutôt dominant, assertif ou soumis, vous allez favoriser tel type de profil de prise de risque au départ, pour commencer à sentir les choses. Après, une fois que vous commencez à sentir les choses, vous avez compris les règles, c'est là où il faut comprendre qu'il n'y a pas un profil pour tout le monde. Il va falloir que vous évoluiez en fonction des différents profils, en sachant qu'il vaut mieux toujours de toute façon tendre vers la prise de risque, puisque prise de risque égale rendement. Et c'est aussi simple que ça. Ok ? Donc vous, là, normalement, je m'adresse à vous, je ne vais pas rappeler les règles de stratégie. Okay, je ne le ferai pas dans les émissions pour les intermédiaires, ou alors vraiment au cas par cas, parce qu'il y a une règle spécifique. Donc les règles de stratégie, je pars du principe que vous les connaissez ici. On va faire de l'application, c'est-à-dire chercher des signaux dans lesquels je vais vous demander de moduler. De dire, est-ce que ce signal-là, il vous paraît mieux que celui-là, moins bien, plus, moins bien, voilà. Et c'est ça, le cœur de ce que vous devez faire. Pratiquer, 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 pratiquer à mort pour sentir les différences. Percevoir les nuances de gris. D'accord ? Le passage de vert à jaune, c'est tout basé sur ça. Percevoir la nuance de gris. Allez vous casser les couilles à chercher des signaux. Identifier vos zones, normalement vous savez faire. Donc voilà, je ne vais pas faire de l'identification de zone ici. Là, je vais juste dire, voilà, on arrive dans la zone, voilà le genre de signal qu'on a, voilà comment on réagit typiquement dans une optique de gestion du risque. Ok ? Donc là, comme en temps réel, on n'a pas grand-chose à exploiter avec la Fed et tout ça, mais on va faire un petit tour quand même, allez, par exemple, sur les cryptos, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont mises en place hier. Alors je vous l'ai mis, hein, j'ai pris mon TP hier, et donc je ne suis pas mécontent. Bon, j'ai évidemment anticipé le signal, comme d'habitude, parce que bon, voilà, c'est quand même mon travail, mais vous amusez pas à faire ça, ok ? Pardon. Donc voilà, un cas pratique. Pourquoi je travaille cette zone-là ? Alors, donc cette zone-là, normalement, vous l'avez vue, on l'avait identifiée. Je vous avais dit, la première zone, c'est de vérifier comment on réagit sur la zone 200. Bon, ici, il n'y avait pas franchement le moindre frein, pas le moindre signal, nada. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça valide, d'accord? Le trade est validé, donc on franchit une résistance, c'est chouette, voilà. Ok, donc moi j'avais deux objectifs, hein, c'est-à-dire soit on revient tester la zone de décollage, c'est plutôt de l'invalidation, soit on va franchir la résistance, c'est validation. Le marché a choisi la validation, super. Donc comme je dis, à ce stade-là, il n'y a plus de perte, il n'y a plus rien du tout de possible sur ces trades-là. On ne fait que se projeter vers les premiers objectifs. Premiers objectifs qu'on avait donc mis en valeur d'ores et déjà à l'époque, qui était de dire, si on arrive à franchir la zone 203-204, à partir de 205, je cherche un TP. Et ça tire sur une grosse zone, comme là le marché était en augmentation de volatilité, et on arrive sur le FIBO 23. Vous savez que le FIBO 23.6, c'est une gestion du risque obligatoire.
Alors pardon, ici on va se remettre en canal. Voilà. Ok. Donc là, il y a une gestion du risque à faire, tout simplement parce qu'on arrive sur le FIBO. Je vous rappelle que faisant suite à une tendance baissière, tout dépend le time frame que vous exploitez. Si vous faites du daily, là, au contraire, vous êtes en train de viser beaucoup plus. Moi, c'est ce que je fais. Mais comme je suis rentré sur des UT plus court terme, je dois faire ma gestion du risque sur ces UT. On peut très bien, là, dans les prochains jours, poursuivre, venir chercher le contexte sur la zone FIBO 38.2. Donc, dans ces contextes-là, on fait la sommation de toutes ces informations. On sait que dans notre gestion du risque, comme on est toujours en correction d'un flux baissier, on vise les niveaux FIBO. Okay, ça, ce sont les règles que vous connaissez, je ne répète pas plus que ça. Vous savez donc qu'il y a une gestion du risque à faire par là, par là. Okay, donc la gestion du risque, elle se fait en fonction de ce qui arrive comme signaux. Je vous rappelle toujours que vous devez attendre ces maudits triangles. Bon, moi, comme je sais qu'on arrive sur la zone, je regarde déjà comment se comportent les prix, je connais les patterns, c'est moi qui les code. Donc voilà. Donc le principe étant de dire que ici effectivement ça sentait pas grand chose de bien méchant, en gros ça sentait le signal gris quoi. Voilà. Donc voyant les signaux gris au niveau du 23,6, qu'est-ce que je fais? Je déclenche 20% de prise de profit. 20% pourquoi? J'aurais pu prendre 25, j'aurais pu prendre 50, mais est-ce que 50% de prise de profit ici ce serait franchement très 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 faible risque comme profil. Adopter une posture très défensive, alors qu'ici théoriquement parlant, la prise de risque, elle peut rémunérer sans aucun problème. Les risques baissiers sont très faibles. Donc, comme il y a peu de risques que ça reprenne à la baisse fortement, pourquoi j'irais limiter mes gains? Donc, ici, ne rien prendre, ce serait quand même stupide. On atteint un niveau FIBO, une gestion du risque me semble nécessaire. Évidemment, si on l'avait éclaboussé et qu'on était allé en ligne droite jusqu'au 38,2, j'aurais rien fait. Mais comme on a freiné hier je ne me suis pas arrêté ici. Hier, je me suis arrêté quand on a commencé à freiner, quand j'ai vu que le marché commençait à plafonner un petit peu. Donc je vous ai dit, ok, c'est bon, moi ça suffit ce que je vois là, je m'arrête pas, mais je prends des profits partout. J'ai pris 20% sur tout le monde, hein, tout simplement, j'ai fait le complet, quoi. Donc à ce stade-là, j'ai fait mon boulot. Maintenant, ce qui m'importe quand on a fait ce genre de truc, c'est de regarder comment le marché réagit aux signaux. Effectivement, je vois que le TP, pouf, tout de suite, ça réagit. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je suis clairement pas le seul à avoir vu ces zones-là. Donc, je pense que mes stratégies sont bonnes parce que les autres suivent. Donc, je pense qu'on ira toujours plus haut. Je pense qu'on pourra aller chercher les 240, tout simplement parce que la structure de momentum est toujours clairement haussière et que donc je pense qu'ici on latéralise un petit coup, qu'on va probablement aller dire bonjour au canal de tendance, c'est-à-dire que je vais surveiller la prise de profit que j'ai faite, je vais surveiller un réinvestissement en horaire. C'est-à-dire que là, on est en train d'installer une tendance haussière. Donc en fait, si vous schématisez, ce qu'il faut, c'est que vous ayez toujours une vision multi-time frame. Vous, c'est important que vous ayez ça. Parce que c'est plusieurs scénarios les uns dans les autres qui, évidemment, permettent d'apprécier la gestion du risque. On est en train de retracer une tendance baissière 4 heures. En train d'essayer de former un bottom daily supérieur au bottom de l'été. Donc, supérieur au bottom précédent. De l'année dernière, du début d'année. Donc là, on est en train d'essayer d'installer une tendance haussière daily, d'essayer, hein, attention, c'est clairement pas fait. Donc pour ce faire, on installe des prémices de tendance haussière en 4 heures. On essaye d'installer des premières cassures de résistance en 4 heures, alors qu'on fait suite à un mouvement baissier. Donc, dans un premier temps, on retrace le mouvement baissier, et dans un second temps, on essaiera de réinstaller un mouvement haussier. Donc en horaire, c'est là où on a la belle tendance. Okay, et rappelez-vous comment évoluent nos cryptos. Quand vous voyez la parabole et quand vous voyez FOMO, vous savez que la vague, il vaut mieux plutôt penser sur la fin que sur le début. C'est-à-dire qu'ici, rappelez-vous, dans les structures vague 5 étendues, vous ne pouvez pas appliquer l'excès final ici, parce que le marché ne respecte pas ces règles-là. Le FOMO, c'est différent. C'est le marché arrache, crée une tendance excessive, et c'est dès que vous voyez les excès que généralement la tendance va s'arrêter. D'accord ? Donc c'est très simple. Là, je peux vous dire une chose. La tendance ici, je ne sais pas. Je sais sincèrement pas si elle va réussir à relancer un coup. Mais là, dès qu'elle vient tester un support, c'est game over. Le support, il est là. Si on revient tester ça, c'est fini. Si ici, on arrive à se remettre un petit coup de punch, je pense qu'on peut tester les 230-240 sur une dernière poussée très excessive. Voilà. Mais pour moi, et je note tout de suite, on a déjà fait un excès manifeste. Ici, regardez vos contextes. Les deux contextes sont disjoints, ça accélère bien, c'est-à-dire ça le fait d'abord ici, et puis au lieu de freiner, qu'est-ce qu'on fait? On accélère encore plus. Là, on commence à retrouver des signaux de range en horaire. Effectivement, ça commence à devenir un petit peu, pas inquiétant, mais ça veut dire qu'ici, FOMO, ça se calme. Quand vous avez des signaux de range dans une vague parabolique, pas très bon signe. Alors si ça relance une fois de plus, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on ira guère plus haut, c'est-à-dire que cette fois, au lieu de faire la accélération parabolique,
on va faire le fameux freinage, d'accord? La phase où ça freine et derrière on consolide. Ok? Donc là, pour les objectifs haussiers, il en reste. Maintenant, moi honnêtement, ne sachant pas ce qu'on fait, je ne vais pas chercher à aller voir plus loin. En gros, j'ai pris ce que je voulais prendre comme profit. Les risques sont faibles. Je pense qu'on peut aller plus haut sans aucun problème. Et de toute façon, même si on ne le fait pas maintenant et qu'on entame une vague de retracement en 4 heures, je pense qu'elle nous ramènera sans grande peine sur les supports, ici, en overlap, pour faire la vague 1, la vague 2, la vague 3, l'overlap, et évidemment derrière, j'espère, la vague 5 qui nous tirera à 530. Ok? Donc le prochain mouvement aura pour moi pour objectif la zone 38,2, et en gros, c'est là que ma prochaine gestion du risque se fera. Donc ici, j'en fais une petite intermédiaire, parce que je pense qu'on peut avoir des pullbacks et des pullbacks relativement intéressants, dans lesquels je vais réinvestir ces 20%, d'accord? Sauf que comme le prix aura baissé de 30% entre-temps, alors peut-être pas 30, mais on va dire une quinzaine de pourcents, 15-20%, bah, je vais pouvoir renforcer ici. Et surtout que comme je vais pouvoir avoir ces positions-là financées, je vais pouvoir remettre du risque. Ok? Il faut comprendre que ça, c'est ce qu'il faut que vous appreniez à faire dans la gestion du risque après. Alors ça, c'est plutôt pour les oranges. Okay. Mais à ce stade-là, il faut que vous compreniez que les prises de profit, c'est la réduction d'un risque dans un premier temps. Ça peut aussi être la récupération du cash pour financer des renforts derrière. Mais voilà. Ok? Donc, si on résume, ici, vous avez vos objectifs multi-time frame. En daily, la structure, c'est ça, ça, et on essaye de valider un support ici. Pour l'instant, on a des réactions initiales plutôt positives, mais attention, on n'est pas hors de gestion du risque. Entre guillemets, on n'a retracé que 23% du mouvement baissier précédent. C'est quand même pas encore super folichon. Okay, en 4 heures, on a une structure qui effectivement vient se heurter à une première résistance. Le prochain mouvement, c'est très probablement une consolidation de type 61% à peu près, okay, à laquelle suivra normalement notre vague 2 de durée significativement similaire et normalement derrière un overlap. Ça, c'est ce qu'on vise. Okay. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous respectez ces schémas, votre gestion du risque, c'est de savoir où est-ce que vous vous protégez. Okay, pour l'instant, nous, on va spéculer sur le fait que ce bottom est bon. Parce qu'on commence à franchir des résistances, donc trade validé, trade confirmé. On a franchi les 50% du contexte. Bref, pour un mouvement haussier, c'est bon. En tout cas, les bears perdent clairement de la force. Bah, donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand je vais essayer de choper ce trade-là, je vais pouvoir mettre mon stop là. C'est clair. Et puis quand je vais essayer de prendre celui-là, je pourrai monter mes stops là. Okay, donc le principe est de savoir à chaque fois où est-ce qu'on va faire sa gestion du risque, combien on veut risquer, d'accord? Et à chaque fois, ça nous permet de calculer les tailles de position ici, pour la gestion du risque. Évidemment, plus les signaux correspondent à ce que je veux voir, c'est-à-dire que si jamais ici on fait un pullback et que je commence à voir des divergences haussières cachées, bah évidemment que je vais me dire, ok, c'est super, c'est des purs signaux de tendance sur des anciennes résistances. Évidemment, là, j'hésiterai pas à prendre, par exemple, 2% de risque sur le capital. Alors que si ici, j'ai par exemple que des TP vendeurs ou des overload vendeuses ou des trucs comme ça, bon, si c'est que du signal gris, je serais pas super enjoué de dire, ok, j'y mets à 2% de risque. Je mettrais peut-être qu'1%. Vous comprenez, c'est ça la gestion du risque. Je ne sais pas ce qu'on va produire ici parce que je ne sais pas combien de temps on va mettre pour y aller, je ne sais pas quelle structure les prix vont proposer, et c'est ça qui déclenchera des structures, des patterns différentes. Donc, je suis dans la réaction sur la prise de risque parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Okay, j'attends que le marché me donne les informations. Alright? Et donc pour le moment, en horaire, on voit bien la structure où, pour l'instant, on voit bien les deux premières vagues, similaires à peu près en amplitude, un overlap ici un peu dégueulasse, mais on voit surtout la grosse vague de FOMO qui fait la vague 5. Donc j'ai plutôt l'impression que la première vague haussière, on est plutôt vers la fin. On est ici sur une zone de gestion du risque, raison pour laquelle je pense qu'hier, il fallait quand même déclencher ces prises de profit. Voilà, donc j'espère que le processus et le raisonnement, vous le comprenez, c'est-à-dire qu'il faut arriver à appliquer ces règles de stratégie et arriver à contextualiser tout ça sur du multi-time frame pour avoir une gestion du risque précise, savoir ce qui se passe sur différents time frames, savoir qu'est-ce que vous voulez exploiter. Maintenant, je vais faire un exercice différent. Alors, c'est ce qu'il faut que vous sachiez faire aussi, mais
il faut que vous ayez un biais. Je vous ai dit, il faut savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez acheter cet actif ou est-ce que vous voulez le vendre? Ce que vous en pensez. Voilà. Ça, c'est purement subjectif, c'est très personnel. De préférence, essayez de ne pas utiliser le biais de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez entendu un mec vous dire qu'il achetait ou machin. Et pire, ne le faites pas par rapport à l'information. C'est-à-dire que si l'information que vous voyez et que vous percevez, elle vous dit « Ah, c'est plutôt baissier », généralement, c'est que vous allez vous faire niquer. Donc, suivez pas l'information. Suivez vos tripes. Voilà. Vos tripes, elles vous disent quoi? Ça va monter, ça va baisser. Mais par contre, avant de passer le trade, vous vérifiez que vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, ici, je vais me mettre dans l'exercice opposé, parce que je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant. Je vais me mettre dans le biais vendeur. C'est-à-dire que là, si par exemple, ce truc-là, je veux le vendre, bah, rappelez-vous, il me faut un contexte pour vendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je cherche des contextes. Ok. Donc, on revient, on se fait de l'hebdo. Ok, on cherche un contexte pour vendre. Le dernier contexte vendeur, il était là. Bon, pas de secret, hein, on ne va pas chercher plus loin. Ici, on voit qu'on avait un canal de tendance, donc c'est un contexte daily. Donc on va tout de suite en daily. La dernière fois qu'on pouvait vendre, c'est quand on rentrait dans les contextes daily. Okay, donc quand on arrivait ici, ok, là rien d'intéressant, rien d'intéressant. Ok, on arrive par là. Je me mets en replay. Voilà. Donc vous avez cette structure-là. Vous savez qu'en tant que vendeur, cette zone-là vous intéresse. Vous ne savez pas exactement quoi, mais vous cherchez des clusters d'informations. Okay, là, vous avez une moyenne. Okay, donc vous dites, ok, pour l'instant, moyenne FIBO, c'est plutôt vers la zone, ici, des 390 que je vais chercher très précisément. Okay, et en attendant, bah, je suis attentiste. J'attends que le marché me produise les informations pour faire ma gestion du risque. On rentre dans le contexte. Ok, super. Le momentum fait toujours des creux ascendants, donc pour l'instant, voilà, on laisse le momentum s'apprécier. Ok, voilà. Alors, vous avez eu des premiers signaux, surachat, ici, vous voyez que le marché n'a rien à foutre du surachat, il continue, il vient chercher pratiquement la zone, et là, boum, gros avalement baissier, le triangle. Bon, ben là, voilà, je suis navré, mais bon, là, le cluster d'informations, c'est price OK, momentum, sine wave, bref, il y a une gestion du risque. Vous regardez la taille de la tronche du signal, c'est exit dans un contexte. Vous savez qu'il y a toujours le cluster ici, hein, qui est intéressant, avec la moyenne et le FIBO. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Quand vous avez affaire à ça, d'accord? Si ça, c'est un TP, par exemple, ou juste, on va dire, voilà, un petit surachat ou un overload. Voilà. Si, admettons, vous avez un overload à la place du exit ici. Qu'est-ce que ça traduit? Overload, vous savez, ça veut dire qu'on a tiré un peu fort sur le momentum, qu'il va falloir se calmer, mais que ça n'empêche pas le marché de poursuivre. Okay, et rappelez-vous que les overloads sont un signal gris et qu'il faut donc les traiter s'ils se produisent sur un cluster technique horizontal. D'accord? C'est-à-dire soit une moyenne de prix, soit un truc comme ça. Mais il faut que ça se produise sur quelque chose. Voilà. Donc là, le niveau horizontal, c'est là. C'est 400 $. Donc si on avait eu un signal comme ça, ou un TP, d'accord? Donc des signaux qui nécessitent une validation horizontale. Est-ce qu'on prend le trade vendeur? Réfléchissez une seconde. Je vous laisse mijoter. Il n'y a pas de bonne réponse et il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça dépend ce que vous faites. Ça dépend quel est votre profil de risque. Voilà. Et si vous commencez à comprendre ça, vous commencez à vous dire, il n'y a jamais une réponse. Il y a toujours une multitude de réponses qui dépendent d'une multitude de facteurs. La base de la prise de décision, c'est la rationalisation du risque. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui appréciez le niveau de risque. Ce n'est pas vous qui décidez si, ah là je le sens bien ou je le sens pas bien. C'est des patterns, c'est des schémas qui vous disent ce que vous devez faire. Par contre, l'application que vous allez en faire dépend de votre profil de risque, de vous en fait. Parce que la personne A n'aura pas la même réponse que la personne B. Tout dépend de votre rapport au risque, selon les schémas psychologiques de dominance ou de soumission et des trucs comme ça. Voilà. Il y a plein de choses qui impactent votre perception du risque. Mais personnelle, encore une fois. Il y a la vision rationnelle du risque et l'application personnelle que vous en faites. Ok ? Donc ici, si vous avez un TP ou un signal gris, bah, il y a deux options. Soit vous vous dites, voilà, tant pis, j'y vais, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on met le stop au-dessus de la zone. C'est-à-dire que là, on prend la possibilité que le marché aille tester la zone en gestion du risque. Donc comme le signal de gestion du risque n'est pas très bandant, et qu'en plus de ça, on voit qu'il y a un cluster technique plus haut, ça vous laisse deux choix. Soit vous attendez le cluster en prenant le risque que le marché se renverse ici, ça arrivera des fois, c'est-à-dire vous attendrez que les prix viennent là, puis ils ne vont jamais y aller, vous aurez les boules. Soit vous prenez un petit trade avec une taille de position considérablement réduite et vous doublez la taille du stop. C'est-à-dire que, dites-vous, si je rentre là, où est-ce que je mets mon stop? Bah, vous prendrez théoriquement la taille du canal de tendance, vous direz si je vends ici, je vais devoir mettre mon stop ici, à 480. Bah, vous avez l'option de dire je prends le trade ici, et je mets le stop quand même
à 490. Et du coup, ça me coûte beaucoup plus cher. Mais comme je ne peux pas risquer plus, d'accord, parce qu'un trade de TP ou un machin comme ça, si vous risquez plus d'un ou 1,5% de capital, c'est très dangereux. Donc, pour la même prise de risque que d'attendre le trade ici, vous pouvez le prendre maintenant, mais par contre, la taille de position, elle sera plus petite. Pour le même niveau de risque. Donc, si le trade réussit, vous prendrez moins de gains. On est d'accord, que d'attendre ici. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de chances que le marché n'aille pas ici. Donc, vous commencez à comprendre qu'on joue sur des leviers. Ok ? Chaque chose entraîne une conséquence et c'est à vous de concevoir et de percevoir ces conséquences. Pour jamais être dans la réactivité, mais toujours dans l'illusion de maîtrise en tout cas. C'est-à-dire que vous savez ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites, et ça apporte un confort qui est absolument nécessaire. C'est la gestion du risque. Comme je vous dis, la seule chose derrière qui vous permet de dormir dans les marchés, c'est de piger la gestion du risque, de comprendre que vous ne faites qu'appuyer sur des petits leviers, et que si vous le faites avec une manière logique et rationnelle, en réalité, ça vous permet de dormir tranquille, parce que vous savez que vous retomberez toujours sur vos pattes, normalement. Après, il faut pratiquer pour s'en rendre compte réellement. Mais donc ici, si c'est TP, c'est pas génial. Si c'est du signal gris, parce que il faut prendre en compte le risque potentiel du marché d'aller chercher la zone des 400 et de la déborder un peu. Donc il faut toujours laisser une marge supplémentaire. Par contre, là, quand c'est exit, c'est différent. Là, ça veut dire, oh putain, c'est pas beau, on a une grosse bougie en avalement baissier, après une bougie méchée, franchement, ça sent pas bon. Donc, je vous donne la petite astuce pour les gestionnaires de risque. Ça, normalement, c'est plutôt le truc que je donnerais au Orange, mais je vous le donne quand même ici. D'accord ? Quand vous avez ce genre de pattern, vous avez... C'est dangereux, enfin c'est pas dangereux, mais là c'est de dire le marché a déjà bien pricé la vente, vous êtes déjà très bas. Si en gros vous prenez la vente ici à la clôture, c'est pas génial. Quand vous avez ce genre de truc là, le minimum, c'est d'essayer d'aller retester la clôture ici. C'est-à-dire l'ouverture de la bougie qui a donné le signal de vente. Et si vous voulez être sûr d'être exécuté, vous prenez l'ouverture de la bougie -1. Okay, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous prenez entre guillemets la structure de retournement des chandeliers et vous vous dites, normalement dans cette structure, on revient toujours tester les ouvertures. Vous voyez là, ici, si vous aviez eu un signal de vente là, sur cette bougie, on revient toujours tester les ouvertures. Sur des time frames inférieurs, on fait des petits pullbacks, quoi. Donc, c'est la petite astuce que je vous donne. Ça vient évidemment avec un risque. C'est-à-dire que si vous prenez le signal là, vous le prenez. Vous êtes sûr, vous êtes là. Si vous attendez qu'on revienne tester cette zone, il y a des fois où vous n'allez pas être pris. Et ça fout un peu les boules, parce que du coup, joli signal, et puis vous ne le prenez pas. Quand vous avez des exits comme ça, faites attention avec le niveau en haut. Des fois, il n'est pas retesté. Donc, vous faites l'entre-deux. Moi, ici, je mettrai un ordre d'entrée ici, avec effectivement mon stop loss à 490, et ça me fait une taille de position pas très excitante. Mais c'est toujours un trade vendeur, à faible risque, avec gestion du risque, respect d'une stratégie. Bref, ici, tout est rationnel dans la prise de décision. OK ? La gestion du risque derrière, vous savez où elle se fait, ok, vous connaissez vos règles, ça se fait sur le canal de tendance, et évidemment quand on est ici, on peut abaisser son stop, normalement au-dessus du sommet. Une fois que ça c'est fait, où est-ce que se trouve la validation, la confirmation, franchissement des 50% du contexte, avec des clôtures. Donc en gros, dès qu'on vient clôturer sous les 200, votre trade est confirmé, à ce stade-là, vous vous mettez à BE, et ainsi de suite. Vos objectifs sont lesquels ? Il vous faut un contexte. Ici, le contexte, c'est de dire... Ok, ça c'est quoi? Bon, c'est probablement un pullback. Voilà. Donc dans un pullback, l'objectif ici, c'est de déborder le plus bas. Ok? Sauf que ici, voilà, encore une fois, c'est pas une tendance baissière, ça. Enfin, si, c'est une tendance baissière, mais c'est un crack en fait. Ça. Enfin, c'est un crack. Oui, si, on va appeler ça un crack. Donc la structure du crack n'est pas la même, mais bon, voilà, c'est deux vagues de baisse et la troisième très longue, en gros entre guillemets. Là, le mouvement baissier est déjà fini. Donc en fait, ici, théoriquement, la seule chose que vous faites, c'est de vendre la fin du premier mouvement haussier. Donc normalement, ici, vous visez les supports, quoi. Vous visez des niveaux de retracement. Vous visez du range. D'accord ? Théoriquement, ce que vous faites ici, c'est une stratégie de range, ce qui fait qu'ici, normalement, vous ne pouvez pas viser plus que le Fibo 76. Normalement, votre objectif max, c'est 150. OK ? Donc, théoriquement, ici, vous savez que votre TP final, c'est là. Si vous êtes super chaud vendeur et que vous pensez qu'on peut aller plus bas, ici vous prenez 50%, c'est-à-dire ici il y a une target obligatoire, c'est un TP obligatoire ici, parce que c'est votre stratégie de range qui vous dit ça. Ici il y a peu de chances qu'on ait un fort potentiel baissier, donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez absolument gérer le risque sur la zone ici, ok? Voilà où on en est, bon on va à temps réel, pas besoin d'aller chercher à se compliquer la tâche, mais vous comprenez bien le principe, ok? Là on n'est jamais arrivé en confirmation pour les vendeurs. Okay, les vendeurs n'ont jamais réussi à confirmer leur trade. Ils l'ont largement validé. Ce qui fait que là, un vendeur, théoriquement,
à ce stade-là, s'il avait pris ce trade, d'accord, déjà d'une, alors, on va y arriver, vous n'aurez été exécuté que là, c'est-à-dire que, alors pardon, vous avez été exécuté le lendemain, voilà. Donc là, c'est votre trade vendeur, ok, on va faire comme ça, je prends un exemple, à la base, votre stop loss, il était là-haut, ok, votre stop loss, il était à 485. Bon, là, ça fait un peu loin, 485. Moi, je mettrais 460. Voilà. Ça laisse suffisamment de marge au-dessus de la zone technique pour son truc. Okay, donc là, en gros, ça vous fait un ratio d'1 pour 1. Rappelez-vous que le stop ici, le stop là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas risquer plus que ce que vous visez. Donc là, théoriquement, le stop max, ça aurait été effectivement 480. Bon, je pense que voilà, allez, on va le mettre là pour le fun. Okay, donc 480, on avance. Là, ici, boum, contact avec le canal de tendance. Donc ici, hop, on full stop au-dessus du sommet. Ou on prend un TP 25%, nanana, encore une fois, le PDF et les différents profils de risque, selon comment vous faites, ok, et en fonction de ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a des signaux ici? Est-ce qu'il y a, voilà. Moi, il n'y a pas de signaux quand on vient là. Donc, qu'est-ce que je vois? Un exit, ça traîne la papate. Je ne vais pas m'amuser ici à faire une gestion du risque. Je vais faire quoi? Je vais juste abaisser le stop loss. C'est libre à vous, encore une fois, si vous avez un profil un peu, je sais pas, vous avez une relation sociale plutôt soumise, vous n'aimez pas trop le stress, bon ben voilà, vous pouvez très bien ici vous dire, à ce stade-là, je fais un TP 50% et mon stop, il est payé. Voilà, je mets mon stop là et je le paye. Et ici, je fais mon TP. Je peux tout à fait comprendre ça. Et là, derrière, vous pouvez vous séparer de la position, elle n'existe plus. Autrement dit, à ce stade-là, vous avez sécurisé le trade, et puis bah, vous le laissez filer jusqu'à l'objectif. Et tout ce qui se passe entre-temps, vous ne vous en occupez plus. Okay, ça, je peux comprendre. C'est une gestion du risque logique. Si vous avez ce type de psychologie, tout à fait OK. D'accord? Donc on continue. Ici, moi, j'abaisserai simplement mon stop, et puis bah, tranquille, je laisse faire. Voilà. Donc derrière, ça continue. OK, un signal de TP. Bon, pas très excitant, pas confirmé. Hein. Donc en gros, momentum, mais rien du tout de confirmation sur les prix. OK, là où il y a un premier truc qui commence à se passer, c'est maintenant. C'est-à-dire que là, effectivement, aujourd'hui, Ethereum, il nous produit des signaux de TP, okay, avec des overloads, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cluster gris. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde si on est sur un niveau horizontal. C'est essentiel de faire ça. Donc, on va remettre nos Fibos, parce que là, normalement, je ne comprends pas pourquoi ils n'y sont pas d'ailleurs. Ah oui, ben, ils restent sur les Fibos 23. Donc, sinon, je me mets en... Pardon. Fibo, pour voir si on a traité un Fibo 61 par exemple, parce que si on se retourne sur un niveau 61, merde, alors, hop, voilà. Donc, évidemment, pas génialement vendant, on se retrouve sur un niveau 61. Mais bon, c'est qu'un TP. Donc là, pour un vendeur, théoriquement, de se dire, on vient là, c'est pas aberrant. Hein, c'est clairement pas aberrant. Donc, là, est-ce que l'Ethereum et tout ça et tout le merdier, ça peut rebaisser? Bah, évidemment que oui. Évidemment que ça peut. Là, les vendeurs, ils peuvent tout à fait venir chercher leurs objectifs vendeurs. Rappelez-vous que moi, j'ai un gros ordre en attente dans le carnet à 151 et c'est pas pour rien. Voilà. Donc, voilà. Moi, je sais ce que je fais. Après, c'est difficile de tout vous expliquer aussi. Hein, voilà. Mais comprenez bien que, de toute façon, il faut avoir une stratégie. Voilà. Pour moi, ma stratégie, c'est que, à partir de là, j'ai pas franchement imaginé qu'on créerait des structures haussières, mais j'ai vu que ça freinait en horaire et en 4 heures. Donc, j'ai tenté des premiers trades haussiers. Si ça passe pas, ça passe pas. Par contre, on a commencé à franchir des premières résistances. Après, on va se mettre en temps réel. Ah oui, d'ailleurs, on est allé plus bas. Je n'avais pas vu. Voilà. OK. Donc, c'est ici qu'on a trouvé nos premiers trucs. Là, on commence à franchir nos résistances. Bon, ben, franchement, pour moi, c'est pas mal. Moi, ce que je vois ici, c'est que les vendeurs, on les empêche de confirmer. Regardez, à chaque fois, ici, ça passe pas. Donc là, si les vendeurs étaient en contrôle dans ce trade, bah déjà, on irait chercher leur TP au lieu de s'arrêter avant. Et puis, deuxièmement, bah, on arrivera à installer des clôtures ici. Là, pour l'instant, le vendeur, il n'a pas pu faire autre chose que foutre son stop sur le sommet. Donc, là, en tant que vendeur, bah, normalement, vous auriez dû voir ça aussi. Hein. Je vous rappelle que vous êtes dans un contexte de range. Donc, normalement, si vous mettez vos alertes de range, je vais vous faire une... Je vous ferai je le mettrai dans le PDF, ça, c'est prévu. Hein. Mais si, en gros, vous faites ça, ok, normalement, range sell management, d'accord, c'est-à-dire vous avez un trade vendeur dans un range, vous mettez cette alerte-là. Cette alerte-là, normalement, elle vous aura alerté dès qu'il y a ce breakout. Donc là, vous voyez, breakout baissier qui vous met en valeur votre cluster de Fibo 76 et compagnie. Qu'est-ce que vous faites dans cette zone? Bah, évidemment que quand le signal de confirmation de prêt arrive derrière, bah, vous vous barrez. Voilà. Alors oui, c'est qu'un signal comme ça, oui, c'est qu'un petit signal gris. Et ben voilà, mais ici, vous êtes très proche de vos targets. Normalement, là, vous êtes obligé de faire une gestion du risque. Soit vous vous mettez à BE, vous faites ce que vous voulez, mais là,
Pour un vendeur, normalement, vous avez une gestion du risque à faire. Sur la target. Parce que la target, rappelez-vous ce qu'elle fait, elle vous bloque pendant 40 bougies. Ce qui fait que là, il n'y a aucune chance qu'on aille plus bas que ça pour l'instant. Donc, peu de chances de continuer à baisser, prenez des profits partiels. D'accord? Vous atteignez une zone cluster, vous voyez que le marché essaye d'accélérer, il n'y arrive pas, pire, ça repart dans l'autre sens. Donc là, si vous n'avez pas fait vos gestions du risque en tant que vendeur, voilà. Maintenant, pourquoi on l'a fait la gestion du risque ici? Tout simplement parce qu'on arrive sur votre zone d'objectif, il y a des cassures de cycle, et que oui, vous avez deux options ici, soit vous laissez le TP là, et vous vous dites ok super on va y arriver, soit vous vous dites oh putain il commence à y avoir des signaux d'épuisement vendeur, on n'est pas tout à fait à la target. Voilà, à ce stade-là, il y a plein d'options. D'accord? Il faut juste rationaliser tout ce que vous faites. Quand vous arrivez ici, soit vous vous dites, ok, je me rappelle des règles de la stratégie de fil, ok, quand on arrive sur les zones de target, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va sur l'UT inférieur. Voilà. Et c'est là où vous comprenez tout le processus de décision. Donc maintenant, on revient. Un vendeur, il arrive là, il a eu son alerte de target en daily. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient en 4 heures, il vient voir comment se comporte le marché. Okay, il vient regarder tout le truc. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Oh putain, d'accord. Donc là, breakout, pullback, excès finaux, et à chaque fois que ça déborde le contexte, ça achète. Ici, putain, une target, on commence à avoir des signaux d'épuisement vendeur, et ça confirme. Bon, je suis désolé, mais si là, vous ne comprenez pas qu'il faut prendre un TP, voilà. Là, c'est au moins partiel. Ce n'est pas du exit, c'est-à-dire que là, vous ne sortez pas tout, mais vous êtes obligé de prendre un TP. Au moins 50%, et vous foutez votre stop au-dessus de la résistance. Là, entre guillemets, vous abaissez votre stop, vous prenez 50% de profit et vous dites, ok, si je suis joueur, je joue par exemple le TP final sur le prochain mouvement baissier. Et si on franchit une résistance, tant pis, je sors. De toute façon, à ce stade-là, vous êtes en gain. Donc, c'est comment vous gérez le gain. Le processus de décision, c'est que vous ne faites qu'appliquer des règles. Règles que normalement vous maîtrisez, d'accord? Dès que vous arrivez sur une target, proche d'un cluster, vous savez qu'il faut aller traiter l'UT inférieur. Voilà. Ici, l'UT inférieure, elle vous montre clairement qu'il y a peu de chances que ça continue pour l'instant, donc vous limitez le risque en prenant un profit et en rabaissant votre stop loss. Option numéro 2, vous ne prenez pas le TP, mais vous abaissez au moins le stop loss. Et évidemment, vous attendez. Et ici, vous placez une limite. C'est-à-dire que là, vous avez une limite dans le marché. Si le marché vient juste faire une petite mèche là, vous êtes quand même exécuté. Mais à ce stade-là, on arrive sur votre zone de TP, donc il y a la gestion du risque de la target max. Vous savez que quoi qu'il arrive, si le marché va plus bas ici, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez récupérer vos gains ici. Donc, il y a une limite, et vous commencez à baisser les stops selon la façon dont on aborde la zone de TP. Ici, par exemple, ça se trouve, on n'ira jamais la chercher, cette zone. Et dans ce cas-là, vous auriez pu l'attendre tout le temps, tout le long, vos 150. Donc là, on recommence à franchir des résistances. Normalement, ceux qui attendaient les 150 commencent à comprendre qu'il va falloir se barrer sur les pullbacks qu'on va éventuellement faire vers les 180. Donc en fait, au lieu de vous virer à 150, ceux qui espéraient 150 vont probablement demander 180 maintenant. Voilà. Alors, j'espère que c'était clair ce matin. On va s'arrêter là parce que je ne veux pas faire des émissions d'une heure pour les émissions éducatives, enfin pour les émissions comme ça. Donc, ce qu'il faut bien retenir ce matin, c'est que ce à quoi il faut vous entraîner le plus possible, c'est comme ça, à rationaliser tout ce qui se passe un petit peu partout. C'est jamais de la certitude, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, on ne fait que mettre le marché dans des cases. D'accord? Le marché, il évolue au sein de ces cases, et plus la gestion du risque est élevée, plus vous pouvez serrer la case. Plus la gestion du risque est incertaine, plus vous devez laisser de degrés de liberté à votre marché pour évoluer. Autrement dit, plus vous éloignez les zones sur lesquelles vous prenez vos décisions. Plus on se rapproche de la zone et plus les signaux qu'on vous fournit commencent à devenir inquiétants, plus vous resserrez votre gestion du risque, qu'elle soit en gain ou en perte. Voilà, on est bien d'accord. Quand il s'agit de gain, on n'hésite pas, évidemment, à laisser filer une partie du gain, tant que l'objectif n'est pas atteint, mais on n'oublie pas aussi de réduire le risque. Parce que si vous ne réduisez pas le risque, si vous laissez le stop là-haut, comme on a dit, c'est-à-dire autrement dit, vous n'avez jamais pu confirmer, donc là, théoriquement, votre stop est toujours à 366, est-ce qu'à ce stade-là, ça vaut le coup de risquer de prendre une perte, parce que là, si le marché remonte et qu'il va à 360, vous prenez une perte. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre une perte? Ou franchement, quand on est à 15 $ de l'objectif et qu'on a des signaux qui montrent qu'il y a peu de chances que ça poursuive, en l'état, c'est-à-dire en l'état immédiat, ici, moi, je pense qu'il faut faire une gestion du risque. Voilà. Si vous voulez, la prise de risque pour grappiller 10 $ de plus ne justifie pas le fait de perdre tout ça. Voilà. D'accord? Des différents leviers. Et en fonction d'eux, vous prenez des profits partiels. Parce que théoriquement, prendre 50% ici,
Faire votre TP50 ici parce qu'il y a des risques de repli haussier et dire je garde quand même 50% de la position pour viser quand même l'objectif au cas où, ben, c'est bien, mais ça change quoi en gros? Parce que réfléchissez, regardez, si vous dites je prends 50% de la position à 165 et le reste à 150, d'accord? Globalement, si vous faites la moitié, la somme des deux, d'accord, ça vous fait un TP moyen à 161 au lieu de 150. C'est quand même pas très très grave. Sur un objectif où à la base, vous avez visé toute cette baisse-là. C'est-à-dire que en fait, votre trade, si vous faites 50% là, 50% là, globalement, il aura fait ça. Okay, si vous prenez 100% là, globalement, il aura fait ça. D'accord? Vous serez arrêté là. Et si vous essayez de jouer la totalité, ça aura fait ça. Ça fait une énorme différence, vous trouvez, sur le gain potentiel? Enfin, sur le gain final? Non, c'est la même chose. Donc en fait, à ce jeu-là, les nuances de gris, elles existent, mais elles ne sont pas significativement importantes. Donc, vous ne triturez pas non plus 50 ans les neurones sur ce genre de zone. Okay, toujours rationnel. Ce qui vous intéresse, c'est de gagner de l'argent en le faisant sans risque. Quand les risques sont grands, vous devez réfléchir et bien être sûr de ce que vous faites. Quand les risques sont faibles, mais que le gain espéré est faible, vous ne prenez pas 3 heures à prendre une décision. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de dire ah, est-ce que je prends 35% de la position ou 50%. À ce jeu-là, en fait, les deux changent significativement pas du tout. Donc, bah, vous faites un peu, voilà. Si sur le coup, vous voulez prendre 33%, c'est-à-dire qu'un tiers de la position ou la moitié, voilà, franchement, c'est pareil. Ok. Ce qui est important, c'est que déjà, vous arriviez à sentir le moment où il faut agir. Ok. Le moment où il faut faire quelque chose. Après, vous apprendrez à être plus précis avec l'expérience, mais ça, il ne faut pas vous en vouloir, encore une fois. Ça viendra avec l'expérience de jaune et quand vous serez plutôt confirmé, c'est-à-dire passer de jaune à orange, tous ces trucs-là, en fait, ça deviendra naturel. Vous arrivez sur la zone, vous voyez le type de signal, vous dites ok, c'est bon, ça j'ai l'habitude, je prends un tiers ou je prends la moitié. En fait, ça deviendra naturel. C'est ça qu'il faut que vous vous entraîniez à faire. Prendre des trades et arriver à faire des gestions du risque sur les zones sur lesquelles il y a des choses à faire. Normalement, en étant déjà vert jaune, vous savez les zones où il faut faire des choses. On est d'accord? Je ne parte pas sur ces... je réexplique pas les zones sur lesquelles on évolue, ou alors voilà, je vous dis en gros le cluster c'est sur le Fibo 23 ou le Fibo 38, j'espère que vous n'êtes pas en train de me poser la question, ah ouais mais pourquoi le Fibo 23, voilà, si vous faites ça, il faut revenir sur les vidéos de débutants. Voilà. Allez, du coup, je vous dis à la semaine prochaine, donc une par semaine pour chaque niveau de difficulté. Demain, on s'attaque pour les expérimentés et mardi, on fera les débutants et donc on garde ce cycle. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, vous me les mettez dans Discord, genre @filerx, voilà, si vous avez des suggestions sur des choses à enlever, ajouter, vous n'hésitez pas à partager. Là voilà, on fait donc comme on l'avait fait dans le Discord, une expérience. J'essaie de faire ça pendant un mois et on fera un bilan dans un mois pour voir si ça vous aide pas du tout en finale de faire les émissions par niveau de difficulté ou si vous trouvez que c'est mieux organisé et plus logique et que ça répond plus à vos attentes. Voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse en fait. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour ceux qui sont là. Et donc ceux qui sont expérimentés. Ceux qui sont encore débutants intermédiaires, s'il vous plaît, demain, soit vous allez voir un autre mec, soit, je sais pas, voilà, soit tout simplement, je sais pas, prenez vos graphiques et expérimentez vous-même. Mais ne regardez pas l'émission de demain si elle est trop difficile pour vous.